On se retrouve pour le chapitre 7, les titrages colorimétriques. La détermination de quantité de matière est essentielle, par exemple lors d'une prise de sang ou lors d'un contrôle qualité, avant de commercialiser un nouveau produit. Donc les chimistes, ils analysent des échantillons, ils réalisent ce qu'on appelle des dosages. Donc le dosage par étalonnage, on l'a déjà traité dans un précédent chapitre. C'est quelque chose qui est non destructif. Dans ce chapitre, on s'intéresse au titrage et ça, c'est destructif. C'est la différence entre dosage par étalonnage et titrage. Alors, le montage, on l'a plus ou moins déjà vu parce qu'en réalité, j'avais anticipé. Quand on avait fait le script Python, on avait fait une petite expérience avec la burette. Une burette, ça sert dans le cadre des titrages. Donc, voici ce que vous devez retenir en fait pour jeudi, pour le premier TP titrage. C'est essentiellement le vocabulaire. Donc, il y a la solution titrée. C'est celle qui est à doser. Donc, on ne connaît pas la concentration. Elle se met dans un bécher ou dans un Erlen et on la prélève à la pipette jaugée. Si, par exemple, il faut 17 ml, 14 ml, les pipettes jaugées n'existant pas dans ces contenances, on fait appel à une pipette graduée qui est un petit peu moins précise. Ensuite, il y a la solution titrante. Elle, on connaît sa concentration et on la place dans la burette graduée. Je vous rappelle que burette graduée, c'est également une verrerie de précision. Alors, les points techniques. Les points techniques, normalement, vous les connaissez puisqu'on a déjà fait des prélèvements à la pipette et à la burette. Donc, il faut toujours un bécher poubelle sous la burette. Ensuite, vous essayez de garder toujours dans ce chapitre le même code couleur à chaque fois qu'on parle du titré et tout ce qui sert à prélever le titré et une autre couleur pour tout ce qui est titrant et à chaque fois qu'on parle d'un prélèvement du titrant. Donc la burette, c'est le titrant. Donc préparation de la burette, vous savez, c'est rinçage à l'eau, rinçage à la solution et ajuster le zéro. Pas de bulle d'air, je vous rappelle, dans le bec dessous. La préparation du titré. Toujours pareil, rinçage de la pipette à l'eau distillée, puis à la solution titrée. Ah, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et on place souvent un papier blanc, ici, là, entre l'agitateur magnétique et l'Erlen Meyer, pour bien distinguer un changement de couleur, puisque nous, on est en titrage colorimétrique. L'agitateur ne doit pas éclabousser. Alors, ce n'est pas l'agitateur, vous voyez, c'est le barreau aimanté. L'agitateur, c'est la grosse bestiole qui a l'aimante dessous, s'il vous plaît. Donc, ici, on va écrire plutôt barreau aimanté. Le barreau aimanté ne doit pas éclabousser. Alors, au TP Bac, souvent, vous n'avez pas le temps. Quand on a le temps, qu'on est en classe, on fait toujours 2 titrages. Un rapide pour repérer VEC, on le repère grossièrement, par exemple 14. Et ensuite, on en fait un à la goutte près. C'est-à-dire qu'on re-remplit la burette. On verse tout d'un coup jusqu'à à peu près 12,5, 13, c'est-à-dire 1 ml ou 1,5 ml avant le volume grossier. Et ensuite, on lance un goutte à goutte tranquillement. Et on a la main sur le goutte à goutte, on est prêt à arrêter dès qu'on voit la goutte qui fait changer la couleur de solution. Alors, nous, on va faire en TP des titrages directs. Il faut savoir que ce n'est pas écrit dans le programme, mais j'ai feuilleté les annales. Et donc, les titrages indirects sont également au programme. Donc, ça, on le verra plus tard sur des exercices. On va prendre une équation, petit a grand A plus petit b grand B donne petit c en C plus petit d grand D. À ce propos, au contrôle que je vous ai rendu hier, j'ai remarqué qu'il y en a qui ne donnaient pas vraiment de signification à petit a et grand A. Ce n'est pas le même A.
Quand je vous écris une équation généraliste comme ceci, ce qui est en majuscule, c'est l'espèce chimique. Ce qui est en minuscule, ce sont les coefficients stoichiométriques. Donc, il ne les faut pas confondre. Alors, 3 critères que doit satisfaire une réaction de titrage. Elle doit être totale. Elle doit être rapide, parce qu'on n'a pas que ça à faire, avoir la main sur le robinet. Et elle doit être unique. Effectivement, si tout le réactif titrant que vous versez ne sert pas juste à réagir avec ce qu'on cherche, mais avec autre chose, ben ça fausse. Donc ça, c'est par cœur. Définition de l'équivalence. À chaque fois que je vous demanderai la définition de l'équivalence, je veux les 2 critères. Première chose, à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les quantités stoichiométriques. Deuxième chose, à l'équivalence, il y a changement de réactif limitant. Et là, on fait toujours, pour comprendre, un petit dessin au brouillon. Alors, hop, hop, hop. Je suis nulle en dessin. Ici, oups, ça me fait penser, j'ai oublié de vous faire légender le schéma du titrage, on va le faire de suite. Il faut savoir le légender, il faut savoir le reproduire rapidement. Donc vous avez vu là, il est joli parce qu'il est issu d'un livre. Quand on reproduit rapidement, on fait des traits déjà à la règle, pas comme moi ici, mais on fait des formes simples droites. Vous voyez, la burette, vous n'allez sûrement pas me la faire en 3 dimensions. Vous faites un trait avec un robinet, c'est plié. Donc ici, comme ça montre un objet, on met une petite flèche au bout du trait. Donc ça, c'est la burette graduée. Qu'est-ce que ça ? Burette graduée. La flèche suivante, elle montre ce qu'il y a dans la burette. Donc on met un point, c'est une espèce chimique. Donc ça, c'est le réactif titrant. On connaît sa concentration et on connaît le volume équivalent. Ça, c'est un Erlenmeyer. Des fois, vous pourrez faire dans un bécher. Ça, on met un point, ça montre la solution titrée. Alors, C1, point d'interrogation, et le volume V1, on le connaît parfaitement. Ensuite, ceci est un barreau aimanté. Ceci, c'est encore un objet, donc on met une flèche, c'est un agitateur magnétique. Parce qu'il y a un aimant qui tourne à l'intérieur. Et comme dans le barreau aimanté, il y a aussi un aimant. Et ça, c'est la potence. L'un entraîne l'autre. Alors maintenant, on va faire des petits points de couleur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est le réactif titré. Ici, on va faire des petits points rouges. On en a autant qu'on veut. Ça, c'est le réactif titrant. Ici, on va faire des petites croix vertes. Alors, je les mets à côté. C'est les ions spectateurs. Alors, j'ai fait 12. On va dire c'est un plus pour un moins. J'ai fait 12 petits points bleus. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 petits points verts. Et ici, il y a aussi des spectateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas participer à la réaction. Je vais rater la couleur. Je l'ai fait violet. Là aussi, on va dire que c'est 1 pour 1. Sinon, l'explication comme ça au brouillon, ça ne va pas aboutir.
que se passe-t-il si je dis que j'ai deux points, donc deux titrés, une équation, plus un titrant. C'est au pif, ça dépendra de vos coefficients stoichiométriques, bien évidemment. Alors, j'ouvre le robinet. J'ouvre le robinet, je fais tomber 3 points rouges et donc 3 contre-ions violets. Donc on y va, 3 points rouges, 1, 2, 3. 3 contre-ions violets. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, je prends l'outil gomme. Donc j'ai 2 points bleus qui vont réagir avec un point rouge. Donc ce rouge que j'ai versé, il va automatiquement réagir avec 2 points bleus. Deuxième rouge que j'ai versé, il va automatiquement réagir avec 2 points bleus. Le troisième point rouge que j'ai versé, il va automatiquement réagir avec 2 points bleus. Il ne se passe plus rien dans le bécher. Je reverse à nouveau, j'ouvre mon robinet. Allez, je verse 2 points rouges et donc avec, il y a le contre-ion qui tombe, puisqu'une solution est électriquement neutre. Donc je verse 2 points violets. Que va-t-il se passer? Eh bien, un point rouge, selon l'équation, va réagir avec 2 points bleus. Deuxième point rouge va réagir avec, à nouveau avec 2 points bleus. Puis, grâce à la couleur, je vois que le réactif titré n'a pas entièrement disparu. À nouveau, j'ouvre le robinet délicatement et je verse. Comme je m'approche de l'équivalence, je vais verser doucement. 2 points rouges, 2 points violets, hop. Ils tombent dans le bécher. Et là, qu'est-ce qui se passe? La réaction chimique a lieu. Un point rouge réagit avec 2 points bleus. Et le deuxième point rouge réagit avec 2 points bleus. Stop! On arrête de verser, on est à l'équivalence. C'est-à-dire que dans le milieu réactionnel, les deux réactifs ont disparu. Ils ont été introduits en proportion stoichiométrique. Alors moi, je ne vous l'ai pas fait, mais donc à la place, il se forme des produits. Je peux faire des petits points noirs qui se sont formés à la place. Voilà. Ça, on en reparlera dans la fin du chapitre. Vous voyez que les contre-ions titrés ne leur est rien arrivé, leur quantité de matière est stable. Et vous voyez que les contre-ions du titrant, eux, ils augmentent. Donc, au final, à l'équivalence, il y a proportion stoichiométrique parce que c'est vous qui maîtrisez l'équivalence. Avant l'équivalence, c'est le réactif titré qui est limitant. C'est le, pardon, je dis n'importe quoi. C'est le réactif titrant qui est limitant puisque je le verse petit à petit. Et après l'équivalence, c'est le réactif titré puisqu'il n'y en a plus. Donc si vous continuez à verser à la burette, il ne se passera rien, ça s'accumulera. Tout ça, bien sûr, c'est du point de vue du milieu réactionnel. Donc, dans le bécher, on se place. Du point de vue du milieu réactionnel. Donc, on fluote, on a dit qu'on gardait toujours le même code couleur. Donc, moi, quand je parle de titrant, je prends du bleu, je crois. Je vérifie. Titrant, je prends du bleu. Donc, avant l'équivalence, c'est le titrant qui est le réactif limitant, puisque je l'introduis petit à petit. Après l'équivalence, puisque la définition de l'équivalence est les proportions stoichiométriques, je n'ai plus de titré. Donc, c'est le titré qui est limitant. Repérage de l'équivalence. L'équivalence peut être repérée par différentes méthodes. Nous, en première spé, c'est un changement de couleur. En terminale spé, vous ferez une mesure de grandeur, pH ou conductivité. Alors, si le réactif titré est coloré, avant l'équivalence, il est donc
en excès. Attendez, je n'arrive plus à écrire. Donc, il est en excès. Donc, le milieu, il a la couleur du titré. Après l'équivalence, le titré, il est en défaut. Donc, le milieu est incolore. Donc, comment on repère l'équivalence? Couleur vert incolore. Si c'est le réactif titrant qui est coloré avant l'équivalence, il est en défaut. Donc, limitant. Si vous préférez, on va dire limitant. Je ne vais pas attraper la gomme. Limitant. Donc, le milieu est incolore, puisqu'il n'est pas là. Dès qu'il est versé, il disparaît. C'est instantané, puisque, rappelez-vous, nous avons dit que c'est rapide. Après l'équivalence, il est en excès. Donc, le milieu est coloré. Quand on dit le milieu, c'est toujours sous-entendu réactionnel, c'est-à-dire on se place notre œil, on regarde du point de vue du bécher. Le milieu est coloré. Donc, quand c'est le titrant qui est coloré, on repère l'équivalence de incolore, vert couleur. Il arrive parfois qu'il y a des espèces chimiques incolores. Et pourtant, il faut les titrer. Donc, pour les espèces chimiques incolores, on fait appel à ce qu'on appelle un indicateur coloré. Il changera en fonction des espèces présentes. Donc là, c'est une lecture d'énoncé. Et on fait une application de suite. On cherche à déterminer la concentration en quantité de matière d'ion fer 2. Donc si on cherche à déterminer cette concentration, c'est que c'est lui le titré. Donc vous prenez toujours votre code couleur. Les ions fer 2, c'est le titré. Dans un produit phytosanitaire. Pour cela, on titre les ions fer 2 par une solution de permanganate. Donc, hop, permanganate de potassium, c'est notre titrant. Donc, on prend la couleur du titrant. Dans ce titrage, seuls les ions permanganate sont colorés. Indiquez le réactif titré titrant. Bon, ça, c'est une lecture d'énoncé. Hein. Donc, le titré, c'est les ions Fe2+, et le titrant, c'est les ions permanganate. Donc, K+, est spectateur. Et dans le produit phytosanitaire, comme il y a des ions Fe2+, il y a forcément un ion négatif là qui n'est pas cité. C'est également un ion spectateur. Comment repérer l'équivalence? Les ions fer 2, c'est le réactif titré. Ils sont en excès avant l'équivalence et le titrant est en défaut, donc le milieu est incolore. Après l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est en excès. Donc, on repère l'équivalence. Passage incolore vers violet permet de repérer l'équivalence. Ça, c'est des questions qui tombent régulièrement dans des sujets bac. L'acide acétylsalicylique, autrement dit, c'est de l'aspirine. Contenu dans l'aspirine est incolore. Ah, mince, on veut doser l'aspirine, c'est incolore. Donc, on va faire appel à un indicateur coloré. Donc là, on ne se leurre pas. On veut doser l'acide. Donc, le titré, c'est l'acide. Cet acide peut être titré par une solution également incolore. Les produits formés lors de les réactions de titrage sont eux aussi incolores. Afin de repérer l'équivalence, on utilise du BBT. On le met dans la solution titrée. Le BBT est un indicateur coloré qui est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique. Qu'observera-t-on à l'équivalence? Donc on réfléchit. Avant l'équivalence,
on a de l'acide dans le milieu réactionnel, qui est le titré. Titré en excès. Deux points, c'est l'acide acétylsalicylique. Donc, c'est un acide, comme son nom l'indique. Donc, le BBT est jaune dans un milieu acide. Après l'équivalence, c'est le titrant qui est en excès. Donc, le BBT sera bleu. Donc, équivalence repérée par le passage du jaune au bleu. Relation à l'équivalence, elle est simple puisqu'on a dit à l'équivalence, on sait que les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique et qu'il y a changement de réactif limitant. Donc, N du réactif A sur A initial égale N du réactif B à l'équivalence si c'est le réactif B qui est le titrant. Donc, on a Ca fois Va sur A égale CB fois VB équivalence. On ne prend pas n'importe quel volume qu'on verse à la burette sur B. Et après, on peut en déduire Ca ou Na. Si on souhaite déduire Na, eh bien, nous avons Na initial, ce sera A sur B fois NB EC, c'est-à-dire A sur B fois C de B fois VB EC. Donc ici, on doit avoir des millilitres, oups, j'ai fait la bêtise, on doit avoir des litres. Ici, on doit avoir des litres. Ici, des moles par litre. Donc, on a bien ici des moles. Si on cherche Ca, à ce moment-là, on a Ca égale A sur B fois CB VBEC sur VA. Et là, pour le coup, on peut garder des millilitres puisqu'il y a un volume en haut, un volume en bas. Donc, leurs unités s'annulent. Il me reste des moles par litre, qui est égal à des moles par litre. Application directe numéro 2. Titrage des ions iodates par. Donc, on applique toujours la même chose dans ce chapitre. Le titré, on le repère par lecture d'énoncé. Comme on titre les ions iodates, ce sont les ions iodates, et pas mettre ioda, par le thiosulfate. On le remet dans l'équation avec les bonnes couleurs, méthodo. Établir la relation entre la concentration en ion iodate initialement introduit et le volume équivalent d'ion thiosulfate. Toujours la petite phrase. À l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Et il y a changement de réactif limitant. Changement de réactif limitant. Donc, on applique sa définition. N de IO3- initial sur 2 égale N de S2O3- sur 10 équivaut à C de IO3-, je l'appelle V, parce que je n'ai pas envie de l'appeler sur 2 égale concentration de S2O3- fois VEC, V2 EC, sur 10. Comme on nous donne la concentration en iodate, ça fait 2 dixièmes fois C de S2O3- fois V2 EC sur V1. Donc 2 dixièmes, ça fait 1/5, bien évidemment que vous devez simplifier. C'est un défaut de votre contrôle que je vous ai rendu hier d'ailleurs, c'est qu'en fait vous ne simplifiez pas trop vos expressions, donc 1/5. Il faut le faire. Ça fait partie de votre job de première spé.
Vous m'encadrez ça si c'est pas trop patte de mouche. Et voilà, c'est fini, on s'arrête là pour le TP. Le reste, on le fera à la rentrée en classe.